Tum, tudududum, tum, tudududum, tum, tudududum. Vous avez vu ma magnifique tour Tower Dungeon, qu'on voit encore un petit peu au second plan, qui est à la fois un objet horrible et très encombrant, et une espèce de rêve de collectionneur. C'est un PLV, comme on dit, un présentoir commercial, qui m'a été offert par une librairie dont je suis habitué, à savoir MCBD à Paris, librairie spécialisée dans le manga que je conseille fortement. Et ils m'ont donné ça, qui était le présentoir de lancement de Tower Dungeon. On en reparlera le jour, je vous la ferai visiter en détail le jour où on parlera de Tower Dungeon, qui est le dernier de Tsutomu Nihei en date pour l'instant, et qui est très bien, en tout cas le premier tome. Voilà, on en reparlera le moment venu, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. Le sujet de la vidéo n'est pas non plus la canicule, alors là je filme, il est 20h et quelques, donc le temps commence à redevenir humain, mais là je tourne en avance en ce moment. Intro de vidéo très longue, hein, je parle de trucs et de machin. Je tourne en avance en ce moment, ce que je faisais pas trop d'habitude. Jusqu'ici, mes vidéos étaient généralement tournées 20 minutes avant d'être mises en ligne. Là, celle-là est tournée une semaine avant. Je sais pas, j'ai pris l'habitude, là, depuis quelques vidéos, depuis mon retour, de tourner avec un peu d'avance. Je sais pas, on verra si je continue. Pour l'instant, ça me plaît bien. Je tourne quand j'ai envie. On va regarder Ronnie un petit peu pendant que je discute. Et en tout cas, là, ce lundi, donc, où je suis en train de tourner, je sais pas si ce sera encore le cas quand la vidéo sera diffusée, mais il fait une chaleur de bâtard. C'est la canicule totale. J'ai été en sueur toute la journée. J'ai pas arrêté de prendre des espèces de mini-douches. Je peux pas te montrer, Ronnie? Je dis mini-douches que c'était pas des vraies douches, mais genre je m'arrosais, quoi. C'est un enfer. J'imagine que c'est un peu pareil pour vous, malheureusement. Et comme ça, c'est pas mal. Je me disais que la luminosité empêchait un peu de voir les couvertures. Encore une vidéo très bien menée par votre gars Vincent. Survivre la nuit. Et donc, ouais, bon courage à tous, hein, pour la canicule, pour le réchauffement climatique, pour l'apocalypse qui nous attend. Voilà, en parlant d'apocalypse, en parlant de guerre, en parlant de possible troisième guerre mondiale qui va arriver, coucou l'Iran, coucou Israël, parlons, et coucou les États-Unis, évidemment, parlons de Pineapple Army, qui est le manga du jour. 2 minutes 35, on ne l'avait pas encore mentionné. Manga qui vient d'être édité par Kana en France, alors qui avait déjà été un petit peu édité. Alors, manga important, tout en n'étant pas très important, on va en parler, parce que c'est la première série de Naoki Urasawa. Alors Naoki Urasawa, je crois que c'est pas trop la peine de vous le représenter, on en a déjà souvent parlé sur la chaîne, je n'arrive plus à bien filmer les couvertures, vidéo très détente là, on y va à notre rythme, je parle en mode quasiment Insomnia Club. Naoki Urasawa, un de mes mangaka favoris, auteur d'un de mes mangas favoris, à savoir 20th Century Boys, j'ai déjà fait un épisode dessus, et probablement un des meilleurs, en tout cas des plus intéressants mangaka actuels qu'on ait. C'est un très grand nom. On n'est pas obligé d'aimer tout ce qu'il a fait. Moi-même, il y a des séries que j'aime moins que d'autres, mais c'est dur de nier qu'il est vraiment très intéressant et qu'il fait figure quand même de fer de lance du manga hors shonen d'action, on va dire, manga un peu adulte. Même si cette description me va qu'à moitié sur Naoki Urasawa, parce que ça donne l'impression que c'est un manga, un télo, ce qu'il fait, ce qui est pas le cas en fait. Il fait du divertissement lui aussi, mais c'est du divertissement un peu plus adulte, du divertissement pour adultes quoi, tout simplement. Et donc c'est important, je trouve, qu'on ait, désolé, il va y avoir des bruits horribles dans ce que j'ai fait, j'étais en train de bouger le trépied. C'est intéressant quand même que Kana ait édité sa toute première série, qui a été jusqu'ici inédite en France, ou presque, parce qu'il y a quelques années, mais en fait de nombreuses années, puisque c'était en 98, Glénat avait quand même publié un premier tome de cette série, qui était, d'après ce que j'ai compris, je dis d'après ce que j'ai compris, parce que je ne l'avais pas ce tome d'époque, qui était en fait un best-of de chapitres des premiers tomes japonais, quelque chose comme ça, c'est ce que j'ai lu en tout cas. Et là donc Kana a récemment, sûrement mu par la popularité tout à fait légitime de Naoki Urasawa, a édité l'entièreté de la série Pineapple Army, qui était donc inédite en France, et qui au Japon représentait 9 tomes. Kana l'a édité en 3 gros tomes comme ça, qui donc réunissent à chaque fois 3 tomes.
Et je trouve cette édition assez cool parce que je trouve que c'est un bon moyen en fait d'éditer des séries un petit peu comme ça, un peu comment on peut dire, un peu patrimoniales du manga, qui sont, on va le voir, je vais développer un peu là-dessus, qui sont pas forcément des grandes séries, c'est pas forcément des trucs que le grand public va s'arracher, mais qui sont importants pour les connaisseurs du manga, pour les amateurs, pour ceux qui ont envie un peu de creuser un auteur. C'est chouette d'avoir accès à toute sa bibliographie. Je pense que maintenant en France, on a accès à toute la bibliographie du Urasawa, si je dis pas de bêtises, à part peut-être quelques histoires courtes ici et là, mais globalement, je pense qu'on a tout. Je trouve ça chouette, et effectivement, l'idée de très gros recueils comme ça, ils sont vraiment gros là. J'ai pas pris de point de comparaison. Je vais vous chercher un manga normal pour montrer la taille. Hop, au hasard, j'ai pris par exemple Utsupan, dont on a parlé il y a quelques épisodes. Vous voyez, il y a quand même une vraie différence de taille et d'épaisseur. Utsupan, très bon manga, allez le lire, ça n'a aucun rapport avec Pineapple Army. Je vous renvoie à l'épisode. Qu'est-ce que je disais? Oui, c'est que ce format est très chouette, je trouve. C'est un moyen pour les éditeurs de sortir des séries pas destinées à un grand succès. Ils savent, on le sait, tout le monde le sait. De les sortir en intégralité, mais de manière pas trop parasitaire, on va dire, pour leur calendrier, pas trop cher, parce que les recueils, donc qui reprennent 3 tomes, étaient vendus, je ne sais pas combien ils étaient vendus, il n'y a pas marqué, mais de mémoire, c'était pas si cher, il devait être à 15 €, un truc comme ça. Et en plus, ça prend pas trop de temps, on se retrouve pas avec une série à rallonge qu'on suivrait un peu mollement. Là, le fait d'avoir juste 3 gros tomes, ils sont sortis sur une période de quelques mois, ça permettait de garder un intérêt pour cette série. S'ils les avaient sortis en 9 tomes comme à l'origine au Japon, je pense que beaucoup de gens, même les fans de Naoki Urasawa comme moi, auraient un peu soufflé, quoi. Il y aurait eu un truc un peu... on aurait moins accroché, je pense. Là, je trouve ça chouette, et j'espère que les éditeurs vont continuer ce genre de gros tomes un peu archivage, si je puis dire, pour les séries un peu historiques, un peu patrimoniales, comme je disais. D'ailleurs, en fait, ils le font déjà, par exemple, pour Tezuka, c'est beaucoup des éditions comme ça qu'il y a maintenant. Des gros volumes destinés à sortir une série en peu de tomes. Je trouve ça bien, voilà. C'était une petite parenthèse éditoriale. Je trouve que c'est un très bon système pour sortir des séries qui, sinon, ne conviendraient pas au système éditorial classique des mangas en France, quoi. Ne trouveraient pas leur public, comme on dit publiquement. Donc Pineapple Army, première série de Naoki Urasawa, on y revient. Il est uniquement au dessin. Au scénario, c'est Kazuya Kudo, vous le voyez sur les couvertures. Kazuya Kudo, qui est un mangaka assez peu traduit en France, qui a fait quelques séries au Japon. Voilà, c'est un mangaka, je peux pas vous dire grand chose sur lui, j'ai lu aucune autre de ses séries, de ses titres. Il y a 2-3 trucs qui ont été publiés en France il y a maintenant quelques années. C'est pas un mangaka très connu, pas du tout aussi important que Naoki Urasawa, mais voilà, il est au scénario. Même si, on va le voir, je vais développer ça un peu plus tard, je pense que Naoki Urasawa, de manière discrète ou pas, a pas mal participé au scénario lui-même. Il y a une espèce dans les différentes interviews qu'on peut trouver de Naoki Urasawa, on en prendra une en particulier tout à l'heure, on sent que il a dû quand même pas mal écrire aussi. C'est un peu le cas, parce qu'en fait, Naoki Urasawa a plusieurs mangas où il n'est pas tout seul, où il y a quelqu'un en scénario. Et il y en a même beaucoup, en fait. 20th Century Boys, c'est le cas, je crois. Billy Bat, évidemment. Je dis c'est le cas. Attendez, 20th Century Boys, c'est pas le cas du tout. C'est le cas pour Billy Bat, mais pas 20th Century Boys. Désolé, je dis n'importe quoi. Mais en tout cas, Pineapple Army est de toute façon beaucoup plus intéressant en tant que genèse de la carrière de Naoki Urasawa. C'est un manga qui date des années 80, très précisément de... très précisément de quand? Parce que là, c'est la date de l'édition japonaise, de cette édition japonaise-là, qui est de 95, mais en fait, le manga est plus vieux. Laissez-moi trouver l'info. J'ai trouvé l'info. Pineapple Army avait été publié au Japon de 85 à 88. Donc on parle d'un vieux manga, quoi, qui a quasiment mon âge, qui a quasiment 40 ans. Et qui donc, autre correction que je fais, parce que je viens de voir ça en allant chercher l'info, en fait, il était en 8 tomes, pas en 9 au Japon. Ça change pas grand-chose, mais voilà, c'est juste une petite précision. Et donc, Pineapple Army, de quoi ça parle? Ça parle d'un militaire qui est là, qui s'appelle Goji,
Goshi, pardon, Gen Goji, je crois. Goshi, j'ai du mal à le prononcer, je sais pas ce qui m'arrive. Goshi, voilà. J'essaye de vous trouver un bon dessin de lui. Bon, en fait, il est sur toutes les cases, hein, mais c'est lui. Et en fait, ça va être un récit en épisode indépendant, où Goshi est un ancien militaire qui a participé à de nombreuses guerres et qui maintenant est instructeur en autodéfense, spécialisé notamment dans les explosifs, et qui, il répète beaucoup, ne se bat plus directement. Il apprend aux gens à se battre, plutôt à se défendre, mais lui-même ne se bat plus. Alors, il dit ça beaucoup dans les récits. En réalité, on le voit très souvent se battre. Il finit toujours par devoir se battre pour protéger ses clients, ou que sais-je. Il va se retrouver pris histoire après histoire dans des intrigues soit personnelles, ça peut être des gens qui sont poursuivis par le crime organisé, ou des familles, des histoires familiales, des histoires d'héritage, des choses comme ça, ou enfin, il y a vraiment beaucoup d'histoires, hein. À chaque fois, elles font une 40aine de pages, donc dans un volume, vous voyez, hop, si je prends le sommaire de celui-là, vous voyez, il y a 21 chapitres là dans le premier, donc c'est 21 histoires ou presque, il y en a quelques-unes en plusieurs parties. Là, par exemple, la toute première, il apprend à 4 sœurs à se défendre, contre, si je me souviens bien, ma lecture commence à dater du premier chapitre, qui se défendent contre des gens qui les menacent, peut-être pour une histoire d'héritage, je ne sais plus, voilà. Mais il y a beaucoup d'histoires comme ça, et des histoires également inscrites dans la géopolitique, avec des références à des guerres qui ont réellement existé. Des conflits militaires réels, très inscrits en plus dans l'époque où le manga paraissait, ce qui nous renvoie, c'est ça qui me fait dire qu'à mon avis, Naoki Urasawa a fait plus que simplement le dessin, ce qui renvoie à un trait très caractéristique de l'œuvre de Naoki Urasawa, qui est un mangaka japonais qui s'intéresse beaucoup à l'international, beaucoup plus que les autres mangaka en général. Les mangas, la plupart, sont très quand même nippo-centré, si je puis dire. Ça se passe au Japon, ça parle de japonais, et ça s'intéresse assez peu au reste du monde en général. Il y a évidemment des exceptions, mais on est quand même, la norme du manga est quand même très centrée sur le Japon. Ce n'est pas une édition de luxe, comme vous l'avez peut-être vu. Les pages couleurs ne sont pas là. Il n'y a pas de pages couleurs. C'est pas très grave, mais voilà, c'est pas une édition de luxe, pas l'édition perfecte. C'est à voir plutôt, oui, comme je disais, comme une collection d'archivage. Et je ne sais plus ce que je disais. Oui, Naoki Urasawa est a une œuvre qui est très intéressée par le monde. C'est le cas dans quasiment tous ses titres. C'est le cas dans Monster, sa série la plus connue probablement, qui voyage énormément en Europe. Goshi est un héros assez charismatique, comme vous le voyez, qui voyage énormément en Europe. C'est le cas même dans ses séries sportives, Happy dont on avait parlé, ou Yawara, qui est sa série la plus connue, je pense, au Japon. Enfin, qui a longtemps été sa série la plus connue, en tout cas. C'est des séries sportives qui également font beaucoup voyager leurs personnages pour des histoires de compétition. Mais c'est le cas, en fait, dans quasiment tous ces mangas. C'est Billy Bat, évidemment, aussi. Et là, pareil, ça voyage énormément. Il y a beaucoup de chapitres qui ne se passent pas au Japon. Il y a beaucoup de personnages de différentes origines, que Naoki Urasawa sait très bien dessiner. Il sait bien faire la différence dans son dessin entre des Asiatiques et des Caucasiens, des Asiatiques et des Africains. Voilà, c'est très... il sait les dessiner sans que ce soit caricatural, ce qui est encore une fois pas si fréquent dans le manga. C'est un de ses talents, et je pense que c'est au-delà d'un talent, je pense que c'est un intérêt de sa part, c'est quelque chose qu'il veut faire. Donc tout ça est déjà tout ce que je dis, en fait, on le retrouve dans toute son œuvre, mais c'est déjà en germe dans Pineapple Army, ce qui est intéressant, je trouve. Pineapple Army, si vous vous posez la question, le titre, c'est parce que, donc ça veut dire l'armée de l'ananas. Pineapple, c'est parce que c'est le surnom, enfin c'est un surnom qui est donné par les militaires aux grenades, qui ressemblent un peu à des ananas. Et donc voilà, et comme Goshi est spécialiste des explosifs, le titre vient de là. Voilà. Là, on est à Paris. Pour les Français, vous reconnaissez peut-être. Les décors sont très chouettes. Et vous voyez donc, on est sur un manga de 85 à 88, première série de Naoki Urasawa, qui avait déjà fait quelques histoires courtes, mais c'est sa première série longue. Et vous voyez le dessin. Je n'en ai pas encore parlé, mais vous voyez que c'est déjà très, très, très en place quand même.
on est sur du très bon niveau de dessinateur. C'est assez fou quand même pour un très jeune mangaka à l'époque, qui débute à peine, d'avoir ce niveau-là. Alors, c'est moins fin que ce que ça va être par la suite, mais on est déjà sur un niveau très haut en fait de dessin, de caractérisation des personnages, d'expression des visages, de décors. On a vu Paris tout à l'heure, mais il y a plein de décors, même vous voyez des décors comme ça. La spatialité est très bien organisée dans ces cases. Il y a aussi tout un truc, alors on en reparlera un petit peu après, tout un truc sur les armes, les équipements militaires, et c'est impressionnant en fait pour une première série. Je sais pas comment le dire sans sonner fanboy, mais là, je pense que même les éditeurs et tout à l'époque devaient se rendre compte assez rapidement qu'ils étaient face à un petit prodige en fait, que le mec était destiné à de grandes choses, ce qu'il a confirmé par la suite. Le manga en lui-même, les 3 tomes, alors c'est une lecture très agréable, qui se lit très facilement et qui est tout à fait divertissante. Moi, je passais un très bon moment en lisant les aventures de Goshi, mais faut pas en attendre trop. C'est pas un très grand manga en termes de scénario, d'intrigue. Le fait que ce soit des petites histoires indépendantes, donc il doit y en avoir une soixantaine en tout, à peu près 20 par volume, ça doit être à peu près ça. Le fait que ce soit des petites histoires indépendantes fait que on est diverti pendant 40 pages, mais ensuite on repart quasiment à zéro. Il y a très 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 peu, voire pas, d'évolution des personnages. Il y a quelques tout petits fils rouges d'histoire en histoire, mais des personnages un peu récurrents. Par exemple, lui, l'asiatique que vous voyez avec les lunettes, c'est un pote de Goshi, ils étaient dans la même unité dans l'armée. C'est une espèce de génie de l'équipement, voilà. Mais il n'y a pas vraiment d'évolution, et ils sont pas dans toutes les histoires. C'est de temps en temps, on va revoir des têtes connues. Pareil chez les ennemis de Goshi, il y a un peu des ennemis récurrents. Ça parle beaucoup de terrorisme, hein, notamment Pineapple Army. Il y a beaucoup de chapitres qui tournent autour d'organisations terroristes et d'organisations terroristes qui existent. Notamment, ça parle très souvent de l'IRA, les terroristes irlandais, qui étaient, alors qui existent toujours, mais qui étaient notamment une menace internationale plus importante à l'époque, dans les années 80. Donc voilà, ça va parler de choses comme ça. C'est assez intéressant. Il y a vraiment un aspect géopolitique réaliste qui est chouette. Les récits sont réalistes, même si Goshi est un héros très larger than life, qui a toujours un lance-roquette sous le bras, qui se sort de toutes les situations. Il y a un petit côté sexy de temps en temps, mais c'est très léger. C'est très léger. C'est vraiment pas, on peut pas dire que c'est une caractéristique de la série. Goshi est un héros larger than life. On va aussi en reparler. Vous allez voir pourquoi. J'arrête pas de dire. On va en reparler. Mais le récit en lui-même est réaliste et est même assez inscrit finalement dans la géopolitique, la situation militaire internationale de l'époque. Tout ça est intéressant et ça me fait penser d'ailleurs parce que donc je disais Goshi est un héros militaire, un ancien soldat qui ne l'est plus et qui ne veut plus se battre. Et il y a un truc, ça revient régulièrement dans les récits, qu'il est, il est un peu saoulé d'avoir été soldat. Il a des démons. C'est un truc assez classique, hein, l'ancien soldat hanté par ce qu'il a fait. Qui n'a plus trop envie de distribuer la mort, même s'il le fait encore assez souvent dans le récit. Et c'est un truc qui est intéressant parce que ça renvoie un peu à des choses dont on a déjà pu parler, je pense, dans certaines vidéos. C'est comment représenter la guerre, comment représenter la violence militaire sans la glorifier. Parce que la fiction a malheureusement ce pouvoir d'un peu rendre cool tout ce dont elle parle, y compris les choses négatives, y compris même les choses qu'elle dénonce. On en avait parlé notamment dans l'épisode sur Ushijima, le premier épisode qu'on avait fait sur... Enfin, je dis le premier parce que j'ai refait un truc bonus sur Ushijima récemment, vous l'avez sûrement vu. C'est comment représenter quelque chose de négatif. Chez Ushijima, un usurier, un prêteur sur gage très exploiteur, si je puis dire, très sombre. Dans le cas de Pineapple Army, le militarisme, la violence militaire. Comment représenter ça sans la glorifier? Et c'est une vraie question artistique. Comment on fait un film de guerre sans que la guerre ait l'air cool, en fait? C'est très compliqué. Même les grands films de guerre, on peut penser à Apocalypse Now, des trucs comme ça, rendent un peu cool les scènes de guerre, en fait. Malgré eux, je suis sûr à 100% que Apocalypse Now veut dénoncer la guerre. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais en fait, factuellement, quand on regarde le film, il y a des scènes qu'on trouve cool, qu'on trouve classe. Il y a une espèce de poésie involontaire autour de la guerre, même autour du colonel Kurtz à la fin. Il y a un truc qui rend tout ça un peu cool, finalement. Un peu
un peu profond, comme s'il y avait des messages à en tirer, des leçons de vie, alors que la guerre est avant tout une espèce de débauche de violence qui laisse énormément de gens sur le carreau. Et avoir un discours anti-militariste, anti-guerre dans un récit de guerre, c'est en fait très compliqué. Et finalement, Pineapple Army s'en sort un petit peu en n'étant pas un récit de guerre, en fait. Il y a pas de chapitre où c'est la guerre. Ça parle d'anciens militaires, mais ça ne parle pas de guerre à proprement parler. Ça parle plutôt de techniques de survie, parfois d'opposition violente, d'opposition avec des armes et voilà, mais c'est pas des situations de guerre. Donc c'est une façon quand même de dénoncer ça, notamment en passant par ce trope qui est un truc classique de l'ancien soldat traumatisé. C'est un truc qu'on a pu voir dans des films, par exemple comme Démineur de Catherine Bigelow, je crois, elle s'appelle. Chouette film que je n'ai vu qu'une fois à l'époque de sa sortie au cinéma. Ça se trouve, si je le revoyais, je le trouverais pas si ouf, mais j'ai souvenir que c'était plutôt bien et qui parlait un peu de ça, de comment les militaires font une fois que la guerre est terminée, quoi, une fois qu'ils sont plus au front, et qu'en fait c'est pas si facile, quoi. Il y a un truc de traumatisme et de ne se sentir exister que en étant un soldat sur le front. Et Pineapple Army parle de ça. J'aimerais beaucoup avoir l'avis de vrais militaires sur un récit comme Pineapple Army. Est-ce qu'ils se sentent compris? Est-ce qu'ils se sentent représentés par un héros comme Goshi? J'en sais rien. Je serais vraiment intéressé. Voilà, donc c'est un manga qui a ses limites, je disais, voilà, c'est des histoires courtes qui finalement se répètent un peu sur la fin. On a l'impression d'avoir fait un peu le tour. Le fait qu'il n'y ait pas d'évolution ni du personnage de Goshi, ni de l'intrigue en général, pose aussi de grosses limites à la série. Mais c'est sympa, c'est divertissant. Pour les fans d'Urasawa, c'est très intéressant quand même de voir l'origine du gars, quoi. Enfin, l'origine de son talent, de voir que dès le début, il faisait quand même des trucs de ouf, quoi. En termes de dessin, de construction des chapitres et tout, c'est vraiment classe, quoi. Voilà, donc je le conseille, oui et non. C'est vraiment pas le plus grand Urasawa, et c'est même pas, je peux pas dire que c'est un grand manga qu'il faut absolument avoir lu. Je peux absolument pas dire ça. On est sur des petites histoires divertissantes, mais sans plus. Mais simplement, c'est intéressant mis dans la perspective de la carrière d'Urasawa. Et je trouve que cette édition-là, en juste 3 tomes un peu épais, ça se convient parfaitement à l'intérêt qu'on peut trouver aujourd'hui en 2025 à Pineapple Army. Ça ressemble beaucoup à une autre série d'Urasawa dont je n'avais jamais parlé, je pense. Enfin, c'est sûr que j'ai pas fait d'épisode, mais je crois même pas l'avoir trop mentionné, qui est Master Keaton, qui est aussi plutôt dans son début de carrière, qui est aussi une série qui ne scénarisait pas. Vous voyez que c'était scénarisé par Okusei Katsushika et Takashi Nagasaki, et qui, pareil, est une série en histoire courte, avec toujours le même personnage, à savoir Keaton, que vous voyez là, ici par exemple, c'est lui, et qui là n'est pas un militaire, mais un enquêteur d'objets d'art un peu explorateur, et qui cherche des antiquités à travers le monde, qui cherche des trésors perdus un peu. Il est historien, voilà. C'est divertissant aussi, et pareil, il y a vraiment des choses très similaires à Pineapple Army. Là pour le coup, l'édition que vous pouvez trouver en France est une parfaite édition avec les pages couleurs. Ça voyage également beaucoup, c'est très international également. C'est aussi des histoires courtes, c'est aussi sans grande évolution d'un tome à l'autre, même si pareil, il y a des fils rouges qui vont évoluer un petit peu, mais sans plus. Et voilà. Et donc il y a pas mal de points communs avec Pineapple Army. C'est pas non plus un manga incroyable, c'est pas non plus un grand Urasawa ni un grand manga, mais c'est une lecture plutôt cool. Alors qu'il a pour le coup est quand même en 12 tomes, si je dis pas de bêtises, 12 tomes plus un autre, il y a une espèce de reprise en un seul tome quelques années plus tard, donc on va dire 13 tomes. Donc là, ça fait un peu beaucoup. Master Keaton avait fait 13 tomes. Je peux pas vraiment vous conseiller de vous la faire, à moins que vous soyez très fan d'Urasawa, mais c'est un peu long. Peut-être lisez 1 ou 2 tomes si vous avez envie, mais la série complète, c'est vraiment pour les collectionneurs, quoi. Mais c'est 2 séries qu'on peut vraiment mettre en parallèle et mettre tout à fait côte à côte. Elles ont la même architecture narrative d'histoires courtes qui se suivent, enfin qui se suivent pas vraiment justement, mais qui s'enchaînent. Le même héros un peu aventurier qui parcourt le monde en permanence, et la même importance, on va dire, uniquement pour les collectionneurs d'Urasawa, quoi. Je voulais, maintenant que j'ai un peu dit tout ça, je sais pas si c'était intéressant, il fait vraiment très chaud, et si je suis en plein délire dans ce que je dis, pardonnez-moi, c'est que je suis en sueur totale et que je fais l'épisode un peu
en stream of consciousness, sans trop réfléchir. Il fait très très chaud. Pour terminer l'épisode, je vais vous expliquer pourquoi je dis on va voir ça tout à l'heure depuis le début en parlant de choses et d'autres. C'est que en lisant Pineapple Army, je me suis un petit peu replongé dans ce livre que vous voyez là, qui est édité par Panini et qui s'appelle Naoki Urasawa, Récits, dessins et confidences, le guide officiel, qui est une très longue interview de Naoki Urasawa, très longue parce qu'en fait c'est l'intégralité du livre, c'est l'interview d'Urasawa. Je crois qu'au début, ils disent au début du livre, je crois qu'elle a duré une quinzaine d'heures, un truc comme ça. Hop, je vais vous retrouver ça. Il faut que je retrouve l'intro, parce que ça commence par des dessins. Une interview de 12h, 38 minutes et 21 secondes avec une très belle photo de Naoki Urasawa dans son atelier. Il y a plein de photos inédites, d'archives, de dessins. C'est un livre génial. Hein. Si vous aimez Naoki Urasawa, faut vraiment. Si vous aimez Naoki Urasawa, vraiment lisez ce livre, quoi. C'est ultra cool. Il revient sur l'intégralité de sa carrière, l'intégralité jusqu'à. Je crois qu'à la fin, il commence, si je me rappelle bien, il commence à Zadora à la fin. Donc c'est vraiment assez moderne. Hein. Je sais plus s'il y a Zadora à la fin. Mais en tout cas, c'est assez moderne. C'est peut-être Billy Bat, la fin, je sais plus. Je ne sais plus. Quoique... Non, je ne sais plus. Écoutez, vous redécouvrirez ça. Voilà, ça va jusqu'en 2016. Donc, 2016, est-ce qu'il avait commencé à Zadora ? Il devait être sur le point de commencer, s'il ne l'avait pas encore fait. Et donc, ouais, voilà, c'est un livre d'entretien qui est ultra cool. Et je voulais, histoire de conclure cet épisode sur Pineapple Army, lire avec vous, enfin vous lire, la partie d'interview qui parle de Pineapple Army, parce que je trouve que c'est intéressant, et que ces réponses sont un peu éclairantes et vont donner un peu de lumière à ce qu'on disait. Donc voilà, je vais vous lire l'intégralité de ce qui parle de Pineapple Army. Il y a 2-3 pages. Ouais, c'est ça, 3 pages. Ça se lit vite, hein, c'est pas un roman. Je vous la lis et on se quittera là-dessus. Puis votre première série en feuilleton commence enfin. À cette époque, j'ai dessiné Pineapple Army comme une histoire courte pour le magazine Original. Monsieur Nagasaki, qui avait pris ses nouvelles fonctions depuis peu, est revenu me voir avec un projet en me demandant « Ça te tente de travailler avec un scénariste ?» Je n'étais pas très emballé par cette idée, mais Monsieur Nagasaki a continué. Le résultat est toujours raffiné quand on travaille ensemble. Essaye de rester brut cette fois. L'expression « rester brut » s'est gravée en moi. Il a ajouté « Un peu dans le style Young Jump ». Puis il a conclu « Attention, on fait exprès d'opter pour un style brut, mais ça ne veut pas dire qu'on est des brutes. » Monsieur Nagasaki dit parfois des choses vraiment surprenantes. Question. Le titre provisoire était Mattenrow Blues, le blues du gratte-ciel, je crois. Tout à fait. On avait d'autres idées, comme Grenade Rock. J'avais entendu dire que la grenade était surnommée Ananas. Alors j'ai proposé d'intégrer ce mot dans le titre pour attirer l'attention du lecteur, et Monsieur Nagasaki a eu l'idée de Pineapple Army. Ça, je vous l'avais expliqué. Vous étiez à l'aise avec le manga Oduru Keikan et son style pop, mais le style brut de Pineapple Army vous a posé quelques problèmes. Tout à fait. D'une certaine manière, c'est parce que Pineapple Army était dans le genre de Golgo 13. À l'époque, il fallait quelque chose de nouveau, quelque chose qui remplace Golgo. C'était notre but. Question. Un super-héros avec un passé sombre, c'est ce concept qui vous tracassait ? Oui, et aussi parce que l'introduction du contexte géopolitique dans le manga lui donnait de la profondeur. Je n'aime pas que les mangas soient utilisés comme des manuels pour ceci ou cela. J'ai l'impression qu'à force, les gens viendraient dire « le manga peut servir à quelque chose au final », comme s'ils regardaient le genre de haut. Si je comprends bien, vous n'aimez pas cette tendance. Vous aviez l'impression qu'on se moquait du manga. C'est ça. Pour moi, au lieu de devenir utile, le manga connaissait plutôt une régression. C'est super intéressant, je trouve, l'idée qui est développée là, qui est en plus qui va à contre-courant de ce que Naoki Urasawa fait dans ses romans, parce que dans ses mangas, où il est pour le coup très souvent dans la géopolitique, mais en fait il y voit une espèce de faiblesse, et je comprends parfaitement ce raisonnement. Je trouve ça ultra intéressant, hein, ce qu'on vient de dire, parce qu'en gros il dit en essayant d'être intelligent, en essayant de parler de choses réalistes et importantes, politiques, le manga va peut-être prendre des lettres de noblesse auprès de l'intelligentsia, mais va un peu se dénaturer en fait, comme s'il avait besoin de ça pour devenir intéressant. Et Naoki Urasawa en fait développe dans sa réponse l'idée que le manga est intéressant sans avoir besoin d'être géopolitique, que même un manga comme Dragon Ball, ou qui est pas très géopolitique, est intéressant, qu'il n'y a pas besoin qu'il soit politique pour avoir de la valeur. Je trouve ça super intéressant. Nouvelle question. Pineapple Army a débuté en tant qu'histoire courte. Oui, quelques temps après avoir dessiné le premier épisode, Monsieur Nagasaki m'a demandé d'en rajouter 3 autres pour combler le vide laissé par la disparition d'un mangaka.
J'étais à 2 doigts de refuser, parce que je travaillais pour Bipal, c'était un autre magazine de l'époque. Mais monsieur Nagasaki m'a dit, si tu nous fais une faveur maintenant, elle te sera rendue plus tard, je pense. Elle me sera rendue, c'est vrai. Après un petit temps de réflexion, j'ai accepté de faire ces 3 épisodes, et c'est ainsi que l'histoire courte s'est transformée en série. Cette série, nouvelle question, cette série qui devait initialement rester courte, s'est en fait poursuivie. Oui, au moment de faire le 3e épisode, monsieur Nagasaki et moi avons eu une petite dispute. Dans le scénario original que j'avais reçu, donc c'est marrant parce que vous voyez, le scénario passe par l'éditeur. Monsieur Nagasaki, si vous n'aviez pas compris jusque-là, c'est l'éditeur. Et visiblement, Naoki Urasawa reçoit les scénarios via l'éditeur. Il n'était pas en collaboration avec le scénariste Kazuya Kudo, que vous voyez sur les couvertures. Ils n'étaient pas en collaboration proche, ils n'étaient pas assis l'un à côté de l'autre. Je trouve que c'est intéressant de savoir ces petits détails-là, quoi. C'est des trucs, ça permet de comprendre un peu comment les uns et les autres fonctionnent. Donc, monsieur Nagasaki et moi avons une petite dispute. Dans le scénario original que j'avais reçu, un vétéran noir de la guerre du Vietnam était décrit comme un simple assassin monstrueux. Comme c'était le 10e anniversaire de la fin de cette guerre, c'est fou, hein, ça nous ramène vraiment dans le passé, quoi. J'ai protesté en disant que c'était peut-être l'occasion de faire passer un message. Monsieur Nagasaki a balayé ma demande. Le Japon n'a rien à voir dans cette guerre. Notre histoire, c'est un simple manga d'horreur. Alors on n'a pas besoin de ta morale compliquée. D'ailleurs, c'est ridicule de passer un message pour un 10e anniversaire. Pourtant, je ne voulais pas dessiner un manga qui n'explique rien de ce que cet homme noir avait vécu au Vietnam, des raisons pour lesquelles il était devenu un criminel. Notre discussion a duré jusqu'à tard dans la nuit. Monsieur Nagasaki m'a finalement dit qu'il avait bien compris mes objections et a accepté de s'entretenir au téléphone avec Monsieur Kudo, qui lui est le scénariste, qui s'occupait du scénario original. J'avais pas besoin de préciser. En y réfléchissant bien, c'est cette nuit-là que ma collaboration avec Monsieur Nagasaki a pris forme. Oui, là aussi c'est intéressant. Naoki Urasawa, le woke, c'est les gens de droite pourront y voir ça. Mais voilà, il s'impliquait quand même vachement dans le scénario déjà, quoi. Là, on parle d'un épisode du tout début, hein. C'est un des tout premiers épisodes de la série. Et il est déjà en train de faire des remarques comme ça, alors que c'est un jeune mangaka hein, à ce moment-là. C'est ça aussi, je pense que une interview comme ça, c'est pour ça que je l'ai trouvé super intéressante là en relisant le passage après avoir lu Pineapple Army. Je relis en fait des morceaux de cette interview à chaque fois que je lis des Urasawa après avoir terminé les séries. Et ouais, je trouve ça intéressant parce qu'on voit que c'est un jeune mangaka débutant au moment où il fait Pineapple Army. Il est pas du tout en situation de pouvoir par rapport à ses éditeurs. Mais pourtant, il ose dire des trucs comme ça, qui pourraient être très mal pris par un éditeur, par le scénariste, par tout le monde. Et il ose le dire. Et je pense que c'est aussi ce qui permet d'aller loin, c'est-à-dire de stand your ground, comme on dit en anglais, c'est-à-dire de défendre votre position et de ne pas avoir peur de dire ce que vous voulez faire, de ce que vous voulez vraiment faire. Ne pas faire de compromis dans lesquels vous croyez pas. Ça veut pas dire pas du tout de compromis, parfois il y a des compromis à faire, mais des compromis avec lesquels vous êtes en désaccord, il faut pas les accepter en fait. Je pense que c'est très important de pas accepter ce que vous ne voulez pas accepter. Ça paraît con dit comme ça, mais si vous évoluez dans le milieu artistique, si vous avez déjà un peu touché à des secteurs où les gens ont très envie d'en faire partie, vous avez sûrement vu des attitudes comme ça de gens qui se retrouvent à faire des choses qu'ils ne veulent pas faire sous prétexte que ouais mais il faut en passer par là quoi et puis après je pourrais faire mes propres trucs, j'aurai plus de pouvoir plus tard. Non, si vous êtes un yes man, les gens ils vous catégoriseront yes man et ils vous cantonneront à faire des trucs de yes man. Il ne faut pas accepter ce que vous voulez pas accepter. Et je trouve cette interview vraiment très éclairante, c'est ultra intéressant. Je continue, je vais vous lire tout le passage hein, sur Pineapple Army. Vous avez commencé à accorder de l'importance au drame humain. Oui, mais malheureusement, M. Nagasaki a dû renoncer à son rôle de responsable éditorial de Pineapple Army, alors que l'histoire venait d'être transformée en série. Il faut savoir qu'il s'occupait de la construction de l'histoire, bien sûr, mais aussi des recherches sur le contexte géopolitique et de bien d'autres choses. Comme notre façon de travailler sur cette série était assez peu orthodoxe, le nouveau responsable éditorial n'arrivait pas à rassembler les morceaux. À cette époque, la publication de la série Yawara avait déjà commencé dans le magazine Spirits, mais les réunions préparatoires de Pineapple Army traînaient en longueur. Donc en même temps, Pineapple Army, qui était une série populaire, mais qui n'était pas non plus une série star, était concomitante avec la publication de Yawara, qui elle pour le coup, donc qui est la deuxième série de Naoki Urasawa, et qui pour le coup a été un raz-de-marée au Japon. Yawara dans les années 80-90, c'était un truc de fou furieux au Japon. En France, pas du tout, mais au Japon, ça a été un truc de dingue. Yawara, pour ceux qui ne l'ont pas lu, j'ai jamais fait d'épisode dessus, c'est un manga sur une jeune championne de judo. Voilà. Manga sportif, shonen sportif. Que cool, hein, mais qui est beaucoup plus léger que plein d'autres mangas de Naoki Urasawa.
Monsieur Okuyama, voilà, le responsable de Yawara, qui m'attendait dans ce même café où avaient lieu nos réunions, a même fini par perdre patience au point de venir nous interrompre. Dépêchez-vous, ma série à moi, elle est hebdomadaire. Elle a duré assez longtemps, cette situation. Maintenant que j'y pense, je me rends compte que j'étais à bout de souffle à l'époque. Je pense que j'ai aussi épuisé mes responsables éditoriaux. On parle aussi voilà, de la fatigue des mangaka, qui est un sujet très connu dans le milieu. D'autre part, question, la série Pineapple Army était très mal vue par les cadres d'Original, le magazine. Elle n'avait pas sa place dans leur magazine, selon eux. Tout à fait. Une huile du bureau éditorial a même déchiré les premières pages couleurs du dernier numéro, tout juste sorti de presse, parce qu'elle avait été attribuée à ma série. Et oui, c'était un magazine renommé. Seuls des mangas de renom pouvaient y figurer. Monsieur Hayashi, alors chef du comité éditorial, l'homme qui m'avait découvert, est venu me rassurer. Je te promets de ne pas te virer, n'abandonne pas. Question, vous avez donc débuté dans ce magazine comme un intrus. Malgré tout, c'est aussi là que vous avez travaillé sur votre première série. J'imagine donc que cette expérience a été riche en enseignements. Vous qui n'aviez jusque-là jamais eu à faire de compromis, quand avez-vous pris conscience d'être un mangaka professionnel dont les mangas ne sont plus ceux d'un simple amateur qui dessine pour le plaisir? Jusqu'alors, je m'interdisais d'utiliser le tachiri. Alors le tachiri, ils expliquent, c'est un... Donc je vais vous lire la définition, ce sera plus simple. Désigne les repères utilisés par l'imprimeur pour découper la page après impression. Pour le dessinateur, la technique du tachiri consiste à utiliser l'ensemble de l'espace disponible sur la page jusqu'à déborder du cadre. En gros, c'est de dessiner jusqu'au bout de la page. Vous voyez ce que je veux dire? C'est de ne pas avoir une petite marge blanche en bord de page et que les traits donnent l'impression de se poursuivre en dehors de la page. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un truc très commun, mais qui en fait va pas de soi. Il y a vraiment deux méthodes, qui est de laisser une marge rectangulaire tout autour de la page, quoi, en bas, sur les côtés, ou de faire aller le dessin. Vous voyez, là, par exemple, là, il y a une marge, donc là, il y a le tachiri, et il y a le tachiri ou il n'y a pas le tachiri? Non, il n'y a pas le tachiri. Là, ça, c'est pas le tachiri, et le tachiri, il est là, c'est-à-dire, ça va jusqu'au bord de la page. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voyez la différence? C'est trop intéressant cette interview. Si vous êtes amateur de manga, il y a vraiment des trucs trop intéressants. Je continue sa réponse, c'est la dernière page. Mais au fur et à mesure que je dessinais Pineapple Army, je me suis accordé des dérogations dans les cas où cela servait la mise en scène. Ensuite, en dessinant une scène où une femme appelle au secours pour qu'on sauve un petit garçon, avec plein de traits en éventail pour renforcer le sentiment d'urgence, donc c'est cette scène-là que vous voyez ici. Je me suis rendu compte que ces lignes dynamiques étaient tout à fait dans le style manga. Je me suis donc accordé une nouvelle dérogation pour ces lignes dynamiques, dans les cas où elles servent la mise en scène. À force d'assouplir les règles que je m'étais imposées, j'ai réalisé que ma façon de travailler était à la fois bornée et contre-productive. Question, vous vous étiez fixé un cadre de travail trop étroit. Tout à fait. J'ai profité de la publication en feuilleton de Pineapple Army pour voir si les dérogations que je m'accordais pour la mise en scène ne pouvaient pas être étendues à tout le reste de mon travail. J'ai même dit aux assistants, à l'époque, que ça faisait un peu trop manga, mais que j'assumais. Question, vous avez donc choisi de satisfaire le lecteur avant vous-même? Oui. En refusant d'utiliser le tachiri pour des raisons de préférence personnelle, les scènes avaient moins d'impact sur le lecteur, ce qui n'avait aucun sens. Plus j'assumais les techniques d'expression typiques du manga afin de transmettre des émotions au lecteur, et plus je donnais mon feu vert à telle ou telle autre technique que je n'utilisais pas. Question, c'est donc à cette époque que vous avez pris conscience du point de vue du lecteur? Réponse, oui. Mais certaines choses sont fondamentales pour moi et je n'ai fait preuve de souplesse que sur quelques points secondaires. On en revient au compromis qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas. C'est trop intéressant cette interview. Désolé, je me répète, mais lisez ce livre, hein, vraiment. Dernière question sur Pineapple Army. Comme le fait de devoir dessiner les armes de manière précise. Exactement. Dans le courrier des lecteurs reçu au début de la série, j'ai eu des remarques comme « Monsieur Urasawa, vous n'avez aucune affection pour les armes à feu » ou encore « Vous ne comprenez rien au mécanisme de mise à feu d'une grenade » avec des explications claires et détaillées. Je n'avais aucune passion pour les armes à feu, en effet, mais cela gâchait le plaisir des lecteurs passionnés. J'ai appris que je devais m'efforcer de me familiariser avec toutes sortes de choses, tout en les dessinant avec précision, afin que les lecteurs n'abandonnent pas ma série. Question, remarque de la personne qui l'interviewe. Ainsi, avec la publication régulière de vos histoires, les lecteurs se sont manifestés auprès de vous, ce qui vous a permis de prendre leur existence en compte dans votre travail. Et le livre contient plein de dessins originaux également. Voilà. Et après, alors ça parle encore un peu de Pineapple Army par la suite, mais je vais pas tout vous lire non plus. Mais en gros, après, il revient sur le fait qu'il n'était pas très fan
en fait du personnage principal de Pineapple Army, Goshi, qui était vraiment un héros un peu classique, héros d'action ultra fort. Goshi, il perd jamais, il arrive toujours à vaincre les ennemis, il est plus malin que tout le monde, il est super fort à la bagarre, il a toutes les qualités, en plus il drague tout le temps les meufs et tout. Enfin, c'est pas le personnage du pervers, mais genre il est tout le temps entouré de filles super belles et tout. Voilà, c'est un personnage très classique de récit d'action. Et Urasawa était pas très fan de ce personnage qu'on lui avait un peu imposé. Et d'ailleurs qu'il a beaucoup démonté dans ses autres récits, où c'est beaucoup moins ce type de personnage-là. Voilà. J'ai dit à peu près tout ce que je voulais dire sur Pineapple Army. Donc manga que je peux pas réellement vous conseiller, c'est pas un incontournable de l'histoire du manga, mais c'est vraiment intéressant à mettre dans la carrière d'Urasawa. Finalement, c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo et que je fais mes vidéos en général. C'est aussi pour vous permettre parfois de ne pas lire les mangas, de connaître les éléments à en tirer, d'en apprendre quelque chose, sans forcément avoir à lire des mangas qui parfois ne nécessitent pas forcément l'achat ou la lecture. Mais c'est pas non plus un mauvais manga, hein, vraiment pas. C'est juste que voilà, c'est les débuts de carrière d'un futur génie qui l'aide déjà un peu dès ce premier titre, quoi. Je vais vous remettre les 3 couvertures pour terminer. J'espère que l'épisode vous a plu. Il est très long. Je comptais faire un épisode très court en plus au début. Je me disais, bon, Pineapple Army, à part dire que c'est le début de Naoki Urasawa, il n'y a pas grand-chose à développer. Et ben en fait, si, il y avait pas mal à développer. Merci à Kana d'avoir sorti cette édition. Moi, je suis très content de l'avoir, même si, encore une fois, ce n'est pas un must-have, mais je sais pas, j'aime bien l'idée de ces grosses éditions un peu archivage pour les vieux mangas, pour les premières œuvres d'auteurs cultes. C'est des initiatives que j'espère revoir. Pas la peine de nous faire des éditions de luxe, ultra soignées avec couverture dure. On s'en fout. Faites un truc comme ça c'est très bien. C'est couverture souple. On n'a pas les pages couleurs, mais c'est pas très grave. Le papier est pas très épais, mais c'est bien traduit, c'est bien imprimé. On a l'intégralité de la série en quelques tomes. On n'a pas à attendre des mois pour avoir une étagère complète. Là, voilà, ça prend quoi? Ça prend 10 cm sur l'étagère, quelque chose comme ça. C'est très bien. Il n'y a pas besoin de plus. Faites-nous des trucs comme ça pour les vieilles séries. C'est extrêmement appréciable, je pense, pour les fans de manga. Merci à tous. Protégez-vous de la chaleur si elle est toujours d'actualité au moment où vous voyez la vidéo. Là, c'est un enfer. Je coule. Je pense que ça se ressent dans ma manière de parler dans la vidéo. J'ai l'impression d'avoir été un peu fébrile. Je pense que c'est une bonne vidéo, en vrai. Mais là, pour le coup, j'ai pas l'impression d'avoir dit n'importe quoi. Mais par contre, il fait chaud, ça race. Vous voyez encore un peu le soleil. Vous voyez peut-être des gens sur le parking. Peut-être que je devrais pas filmer ma résidence comme ça. Je sais pas si j'ai le droit. Je vous laisse avec Ronnie qui lui aussi est écrasé de chaleur. J'arrête pas de mettre de l'eau dans mon bac à douche. J'arrose le bac à douche. Et Ronnie va s'y coucher pour se rafraîchir. Je lui ai mis des bols d'eau un peu partout dans l'appart, comme ici. Ah, fait chaud. Merci à tous de suivre les vidéos, de suivre ma chaîne. Ça fait longtemps que je vous ai pas remercié. Je n'arrive pas à arrêter cette vidéo, comme vous le voyez. C'est cool, même si là, mon retour fait très peu de vues. Les dernières vidéos sont vraiment très peu populaires. Bon, c'est comme ça, hein, c'est aussi les vacances d'été, puis bon, c'est pas très grave. J'ai jamais trop couru après les vues. La semaine prochaine, on se retrouve pour parler de ça, que j'ai enfin réussi à choper. Bienvenue dans la NHK. Manga très étrange, on en parlera. Et à un moment ou à un autre dans l'été, plutôt au mois d'août, on parlera de ça également que j'aime bien, Who's Next. Mother Parasite, on en a déjà parlé. Ce sera Who's Next. Voilà. Et je vous laisse avec cette splendide tour. Je vais refaire le travelling vertical. J'arrivais pas à trouver le mot. Vertical en partant du haut cette fois. Hop. Elle est interminable. Elle fait quasiment ma taille. Merci à tous. On se termine sur le logo de Glénat. En plus, c'est même pas un manga Glénat, Pineapple Army. Merci à tous. Bonne soirée. C'est pas du tout la soirée pour vous, j'imagine. En tout cas, bonne vie. Je ne sais pas, bonne canicule, bonne survie. Prenez soin de vous, hydratez-vous et à bientôt.